Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. L'RDC face à une flambée inquiétante du choléra. Plus de 2000 cas recensés à travers le pays. Le taux de létalité double, il passe de 2 à 4% à Kinshasa. La situation est préoccupante. On enregistre 170 cas par semaine contre 130 auparavant. Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures sanitaires pour éviter la propagation de cette épidémie. Et puis démolition et réinsertion de 5000 ex-combattants du groupe armé Bakatakatanga. Une rencontre a eu lieu entre le coordonnateur du PDD-RCS et la délégation de la 22e réaction rapide. Les deux parties ont actualisé la cartographie de ce groupe armé et planifié leur activité à mener sur le terrain. À suivre dans ce journal. Enfin, insécurité urbaine à Kinshasa. Un garçon de 4 ans a reçu une balle perdue sur la tête à la suite des affrontements à balles réelles entre des jeunes inciviques. Les autorités sanitaires ont décidé de son transfert pour une intervention chirurgicale à l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. La situation du choléra reste préoccupante avec l'épidémie déclarée. Selon les dernières informations, 2850 cas ont été déclarés sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa, le taux des personnes touchées par le choléra passe de 130 à 170 cas par semaine, ce qui nécessite des mesures sanitaires urgentes pour éviter la propagation de cette épidémie. Un reportage de Robert Ndetchi-Sensei et Turbo Chimanga. La République démocratique du Congo fait face à la montée vertigineuse de l'épidémie du choléra qui affecte à ce jour 17 provinces du pays, avec une augmentation de cas qui est passée de 1500 à 2855 cas à la 27e semaine. Selon le 14 juillet 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une réunion hebdomadaire pour faire le point sur la situation actuelle et évaluer les mesures de prise en charge mises en place. À la semaine 27, on a noté une augmentation de cas parce que la semaine 27, 2085 cas ont été notifiés comparativement à 1757 cas au cours de la semaine 26. Et nous avons toujours la province de la Chopo qui est toujours en tête de notification avec presque près de la moitié de cas, suivi du Sud Kivu et de Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa, où l'épidémie progresse, on est à 27 zones qui sont touchées. Et la létalité au niveau du pays, c'est autour de 4%. Et ce qui est vraiment largement supérieur au-dessus des normes recommandées. Cette réunion a souligné l'importance d'une réponse rapide et coordonnée face à l'épidémie du choléra qui monte d'une manière exponentielle. Les participants ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts de prévention et de traitement. Alors que le choléra refait surface à Kinshasa, quel comportement adopter pour limiter la propagation de la maladie? Si certains Kinois appliquent déjà les gestes de prévention, d'autres continuent d'ignorer les règles d'hygiène de base. Diane Balaka et Tony Djouma les ont rencontrés pour vous. Avec plus de 33 500 cas enregistrés et une vingtaine de décès signalés à travers le pays, l'épidémie de choléra continue de faire des ravages en RDC. Pourtant, une question cruciale demeure, la population est-elle consciente de la gravité de cette maladie diarrhéique mortelle? J'ai connu la maladie choléra, ça ravage vraiment en RDC, surtout dans des milieux un peu reculés. Même ici, on est à Kinshasa. Oui, d'abord, c'est une maladie de main sale au départ. Et aussi, cette maladie, ça donne la mort, voilà. Alors, pour nous, pour vraiment nous écarter de ce genre de maladies, on doit d'abord arranger la ville. Vous l'avez remarqué que la ville de Kinshasa est trop sale. Et hormis ça, on doit aussi éviter des contacts de baume de main. Une maladie qui est un peu transmissible. Nous devons laver nos mains régulièrement et être patients quand nous préparons. Laver les mains régulièrement et surtout choisir un bon environnement auquel nous vivons. Il y a tout de même quelques personnes qui observent à leur manière certaines règles d'hygiène. Personnellement, j'emballe toujours mes pastèques pour éviter que les mouches ne s'y posent. C'est une question d'hygiène, mais aussi de respect pour les clients. Nous devons tous faire un effort pour bien protéger les aliments.
Bien que conscients du risque, nombreux sont les Quinois qui se comportent comme si de rien n'était, d'où l'importance de la sensibilisation. Oui, parce qu'à Kinshasa, moi je me dis, le ministère de la Santé n'a pas fait une campagne de sensibilisation contre ces maladies-là. Il y a les cas qui se trouvent à Kinshasa où les gens meurent déjà et nous les Quinois, on ne sait pas que ça c'est le choléra. Le gouvernement doit sensibiliser la population. De se faire contaminer par les vibrio choléra, il faut observer les règles d'hygiène élémentaires telles que se laver correctement les mains, surtout après avoir été à sel. Quels sont les dangers du choléra et quelles sont les précautions à prendre pour éviter cette épidémie mortelle? Le docteur Emmanuel Kizunda Pouloulou, pédiatre au centre de médecine mixte et d'anémie, répond à travers ce duplex de Diane Balaka. Le choléra, c'est une urgence médicale. Donc, si on ne prend pas en charge rapidement et correctement, la mort peut s'en suivre. Le danger du choléra, c'est qu'il entraîne une déshydratation sévère avec des troubles électrolytiques et métaboliques qui peuvent amener la mort. La durée d'incubation, c'est de quelques heures à 5 jours. Les selles sont aqueuses, c'est-à-dire de l'eau, et puis ils prennent un aspect de l'eau de riz. Nous n'avons pas beaucoup de fièvre, mais ce sont des crampes abdominales avec des vomissements. Et naturellement, de la diarrhée. Les mesures de prévention sont très importantes. Donc, par exemple, l'hygiène élémentaire, se laver correctement et régulièrement les mains, surtout après avoir été à sel. Consommer de l'eau potable. Éviter de consommer de l'eau dont l'origine est douteuse. De l'eau qu'on vend dans les rues, etc. Donc il faut faire vraiment très attention et éviter de manger aussi des crudités. Les fruits doivent être très bien lavés, les légumes très bien lavés et surtout les aliments doivent être bien cuits. Il faut bien cuire les aliments parce que la chaleur détruit le vibrio choléra. Alors il faut se protéger contre les mouches, les cancrels qui sont de potentiels vecteurs mécaniques de la maladie. Donc ils peuvent traîner sur les selles qui sont contaminées et apporter cela dans les aliments. Nous soulignons aussi l'importance de la promiscuité. Quand il y a beaucoup de population dans un périmètre petit, ça aussi c'est un facteur de transmission de la maladie. Il faut aussi ajouter l'assainissement de son environnement. Parce que des mesures collectives, pour les mesures collectives, ça concerne toute la population, l'assainissement de l'environnement est aussi très important. Il y a des centres qui sont désignés pour la prise en charge de cas de choléra. Il y a quelques centres, par exemple, au Kankokolo, dans le Pakadjouma, dans les zones de santé de Bandalungu à Kitambo, au Kanluka. On prend en charge des malades qui sont atteints de choléra. Voilà un invité dans ce journal, Samuel Roger Kamba, il est ministre de la Santé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vient de suivre tout à l'heure un reportage, j'aimerais avoir votre réaction. On accuse le ministère de la Santé publique de ne pas suffisamment sensibiliser la population par rapport à la résurgence du choléra. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours, c'est sensibiliser, c'est expliquer, c'est donner les informations pour que la population soit au fait, soit au courant de cette maladie, aussi bien dans ce qu'elle est réellement, mais aussi dans son mode de transmission et dans les manières de se prévenir. Quelles sont ces manières qu'on doit prendre pour se prévenir de cette maladie? Et surtout, j'insiste beaucoup aussi sur un fait important qui n'a pas été dit dans votre reportage, c'est l'automédication, que les gens ne se soignent pas tout seuls. Je rappelle que cette maladie a 2 symptômes, a 2 signes majeurs. Le premier signe, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et qui peut arriver très vite. Le deuxième signe, ce sont des vomissements. Et je dis que quand vous avez ces 2 signes-là, n'attendez pas. Ne cherchez pas à vous soigner seul. Courez vers le premier centre de soins. Pourquoi? Parce que cette diarrhée qui peut survenir quelques heures après avoir attrapé le microbe, eh bien, elle peut vous vider de toute votre eau en quelques heures. Oui, monsieur le ministre, quelle est la situation exacte du choléra en RDC, plus précisément ici à Kinshasa? Alors, en RDC, je rappelle d'abord très rapidement que cette maladie est connue depuis 1973.
et que cette maladie était surtout à l'est, dans 5 provinces de l'Est, nord et sud Kivu, Tanganyika, Lualaba, Okatanga. Et c'était surtout là que la maladie est en permanence là-bas, d'une manière endémique. Mais avec les inondations, avec les ruptures, les vulnérabilités importantes qu'on a remarquées, eh bien, la maladie est en train de se propager jusque ici à l'ouest. Mais cette flambée, elle s'explique comment? Parce qu'ici à Kinshasa, sur 130 cas par semaine, c'est passé à 170 cas. Qu'est-ce qui explique cette flambée? Alors, la flambée, elle est au niveau national. La province de Chopo est la plus importante qui est touchée. Kinshasa vient en deuxième position cette semaine. Mais après, il y a le sud Kivu qui est très touché aussi. Il y a le Maniema et le nord Kivu qui sont très touchés aussi. Et donc, c'est une flambée liée au fait qu'il y a une rupture des équilibres naturels. Vous avez vu les inondations qu'il y a eu, la sortie des égouts, toutes ces matières fécales qui se sont retrouvées dehors. Eh bien, ça est un facteur de vulnérabilité importante. Il y a aussi la mobilité de la population suite aux actes barbares de nos ennemis de l'Est qui ont fait que beaucoup de populations sont déplacées. Rappelez-vous où est-ce que j'ai dit que cette maladie était avant? Elle était surtout à l'Est. Mais maintenant, quand ces populations se déplacent dans des conditions insalubres, malheureusement, ils se déplacent avec ce risque de maladie. Et troisièmement, les comportements aussi des personnes qui vivent le long des rivières. Ce sont des comportements d'utilisation de la même eau pour les sels, pour faire ses besoins, mais aussi pour se laver, aussi pour la consommation. Tous ces facteurs rassemblés font que le microbe passe facilement d'une personne à l'autre. Monsieur le ministre, les dernières pluies diluviennes ont créé plusieurs morts et le cantonnement de certains sinistrés dans les stades de martyrs a aussi créé des problèmes. Est-ce que cela ne serait pas aussi à la base de la résurgence du choléra? Pourquoi ne pas prendre des précautions en amont et attendre maintenant pour alarmer la population? Non, ce n'est pas qu'on ne prend pas de précautions en amont pour attendre. Rappelez-vous que cette épidémie à l'est, à l'ouest, ici où nous sommes, existait déjà à l'est. Et à l'ouest où nous sommes, le premier cas est venu de quelqu'un qui s'est déplacé des zones occupées vers ici, c'était un policier. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas pris des précautions. Si vous avez des gens qui sont dehors, vous ne pouvez pas les laisser dehors, vous devez les réunir quelque part. Il se plaignait déjà des risques de contamination du choléra. Ah oui, ça c'est clair que ces gens, il faut les reloger, il faut les déplacer. Mais ça, c'est des infrastructures qu'il faut avoir. Et ça, malheureusement, on ne peut pas à l'avance savoir qu'il va y avoir une inondation qui va mettre les gens dehors. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais quand ça arrive, notre rôle en tant que ministère de la Santé, ce sont toutes les mesures préventives. Et je dis que quand il y a eu des inondations, on a déplacé les gens. Vous avez remarqué que dans ces endroits-là, il n'y a pas eu d'épidémie jusqu'à ce que le choléra arrive. Parce qu'on avait pris toutes les mesures. Sauf que malheureusement, il n'y a pas que dans ces endroits-là, c'est un facteur de risque. Mais les gens qui vivent le long de rivières, c'est aussi un facteur de risque. Les gens qui sont en déplacement, ce sont des facteurs de risque. Tout ça sont des facteurs de risque qui rendent effectivement la réponse multisectorielle. Il faut plusieurs secteurs pour pouvoir donner une réponse correcte au choléra. Oui, la lutte contre le choléra passe aussi par l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Quelles mesures que le ministère de la Santé a déjà prises pour éradiquer justement cette épidémie dans les quartiers les plus exposés? Nous avons discuté avec les équipes de la Régie des eaux pour positionner là où c'est quasiment impossible d'avoir l'eau naturelle autrement, pour positionner des camions qui portent de l'eau. Et ça, c'est déjà négocié avec la Régie des eaux. Mais n'empêche, tout le monde doit pouvoir prendre soin de lui-même, c'est-à-dire savoir que si je bois de l'eau qui est sale, je prends le risque. Si je ne me lave pas les mains après avoir été aux toilettes, je prends des risques. Si je mange des aliments qui ne sont pas cuits parce que le microbe n'a pas été détruit, je prends les risques. Et c'est pour cela que nous sensibilisons les gens pour que chacun réagisse à son niveau. C'est vraiment une maladie communautaire. Et il y a tellement de communautés qu'on ne peut pas dire on va les positionner des camions d'eau partout. Il faut que chacun, à son niveau, réagisse correctement. Et c'est ça tout l'intérêt de l'éducation et de la sensibilisation que nous faisons. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est que Bandegona Biso, Bokono ya choléra et Tondi Namboka. Pour éviter Bokono wana, Yambo, comme la maille à salitete.
ya mibale kosokola maboko tango iso, ya misato kolamba malamu biloko, ya mine soki oyoki diarrhée, oyoki ozo sanza komizwela bakisi yo moko te kenda lombango na centre de santé oyo ya pembeni na yo pamba te bokono wana kendaka mbangu penza oko mai nyonso ekosila na quelques heures. Et puis, traitement ezali gratuit. Donc, où melate traitement ezali gratuit. Oza na traitement nyonso, mais ça gratuit na centre de traitement. Centre wana bakolakisa yo esika okenda na centre de santé à pembeni na yo, bangonde bakobenga centre balobi totinde libino mutu azana choléra. Samuel Roger Kamba, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aussi à nos préoccupations. Merci beaucoup. Un affrontement entre les jeunes inciviques a viré au drame qui a débouché à des tirs de balles. Alexandre, un garçon de 4 ans, était atteint par balles perdues. La scène s'est produite au quartier des Bonhommes. Ce lundi, il a été transféré à l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi de Lubumbashi pour une intervention chirurgicale. Robert Tshisekedi était témoin de l'événement. Nous sommes au quartier des Bonhommes, commune de Matete, dimanche 13 juillet 2025. C'est dans ce quartier qu'Alexandra, 4 ans, a été tragiquement atteinte par une balle perdue, tirée d'une manière imprudente par des inciviques, alors qu'Alexandra dormait paisiblement. La balle a traversé la toiture et terminé sa trajectoire sur son visage. Un incident qui a non seulement bouleversé sa vie, mais aussi celle de sa famille. Informé de la situation, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dépêché son directeur de cabinet avec une équipe médicale pour évaluer la situation pour une prise en charge. Alexandra a des blessures graves, mais sa situation est stable. Sur instruction du ministre de la Santé, je suis venu voir la famille et voir quelle réponse y accorder. Et les dispositions ont été prises de sorte que l'enfant soit évacué au centre hospitalier Tshisekedi Chilombo de Lubumbashi pour une prise en charge adéquate. Le directeur de cabinet a écouté attentivement la famille et transmis les messages d'encouragement du ministre de la Santé publique avant de promettre une prise en charge. Ce lundi 14 juillet 2025, Alexandra a été transférée à l'hôpital Félix Tshisekedi à Lubumbashi pour une intervention chirurgicale pour retirer la balle et traiter les domaines internes. Le choix de cet hôpital est dicté par le fait qu'il dispose d'une unité de soins intensifs pédiatriques essentielle pour garantir son rétablissement. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'est rendu au commandement général des écoles militaires et à l'inspection générale des FRDC avant de visiter le centre supérieur militaire Sandra Nyangui. Gérest Ofunji nous en dit plus. Mettant un accent particulier à la formation des militaires, gage d'une armée puissante, Maître Guy Kabombo Modianvita a choisi la journée de ce lundi 14 juillet pour effectuer une visite au commandement général des écoles militaires ainsi qu'à l'inspection générale des FARDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, mise sur une formation de qualité pour les forces armées congolaises à tous les niveaux, depuis son avènement à la tête de ce ministère régalien. Au commandement général des écoles militaires, un exposé sur la situation générale des centres d'instruction et d'encadrement a été présenté par le commandant Ségem. Les besoins étant la réhabilitation des différents centres d'instruction pour décongestionner les principaux centres, le commandant Ségem a plaidé pour l'implantation des écoles de cadets en vue de susciter l'idéologie et le patriotisme des enfants pour servir dignement dans l'armée. Au groupement des écoles supérieures militaires, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a eu des échanges interactifs avec les concernés et a promis de décanter les préoccupations mineures dans les prochains jours. Pour ce qui est de préoccupations de fond, les procédures sont en cours pour les résoudre de manière générale. S'en est suivi la visite guidée des différentes écoles basées au centre supérieur militaire, notamment l'école militaire des langues, l'école de renseignement, l'école de guerre de Kinshasa, l'école d'informatique, l'école maternelle ainsi que le foyer social. Après sa visite au centre supérieur militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, s'est rendu à l'inspectorat général des FRDC où un briefing sectoriel a été présenté, brossant succinctement le fonctionnement de l'inspection générale des FRDC. Le rôle principal de l'inspection générale des FRDC étant le contrôle des différentes structures de l'armée, Maître Guy Kabombo Modianvita les a invités au contrôle strict conformément à leur plan d'action et à ne céder sous aucune intimidation.
Rappelons par ailleurs que cette mission d'itinérance dans les différentes structures des FARDC permet au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de s'imprégner des réalités du terrain en vue de proposer des réformes plus adaptées pour rebâtir une armée plus puissante, vision chère au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeudi, au titre, 5000 ex-combattants du groupe armé Bakata Katanga vont être démobilisés et réintégrés dans leur communauté. Au cours d'une séance de travail, le coordonnateur national du PDDRCS et la délégation de la 22e réaction rapide ont actualisé la cartographie et planifié les activités de ce groupe à mener sur le terrain. Peggy Mukunda pour ce reportage. Bonne nouvelle pour la province de Tanganyika à travers les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Ces derniers procédera bientôt au processus de la démobilisation et de la réinsertion socio-économique de groupes armés dans cette partie du pays, à savoir Apa Napale, Bisha Bouké, Mutono et Bakata Katanga, ainsi que plusieurs sous-groupes contenant plus de 5000 combattants et leurs dépendants. Annonce faite au cours d'une séance de travail qu'a tenu le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, avec une délégation de la 22e brigade de réaction rapide et de l'opération Usalama, ainsi que le point focal du PDDRCS de Tanganyika, autour d'une même table pour actualiser la cartographie des groupes armés, harmoniser le vu sur la composition et la localisation des groupes armés actifs, puis planifier des activités du programme pour leur démobilisation et réinsertion socio-économique. Le coordonnateur national du PDDRCS et les responsables des FARDC ont salué les redditions volontaires enregistrées ces dernières semaines, signalant une adhésion croissante des combattants au processus du DDR. Sachez également que le Premier ministre a eu des échanges avec deux anciennes présidentes africaines venues soutenir l'accord de Washington signé avec le Rwanda. Juste après, Judith Suminwa a reçu une délégation des pasteurs américains qui ont apporté un message fort. La paix se construit aussi à genoux dans la prière. Chimène Dondo et Pompomba. Ce lundi 14 juillet 2025, la première ministre Judith Suminwa a reçu le panel de facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en RDC, dirigé par deux anciennes chefs d'État, Sahle-World Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de Centrafrique. Au cœur des échanges, l'urgence d'une paix durable dans l'Est, conformément aux directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les médiatrices ont salué l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, appelant la population congolaise à s'en saisir pleinement pour consolider cette avancée. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Les deux anciennes présidents ont aussi rendu hommage au leadership féminin en RDC, incarné par la première ministre Judith Suminwa, première femme à diriger l'exécutif congolais, symbole d'une nouvelle dynamique politique. Dans le même élan, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison-Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette rencontre illustre l'originalité de la diplomatie congolaise qui mêle le dialogue politique et appui spirituel, renforçant le soutien international à l'accord de paix.
Nous voulons vraiment que toute la RDC ait la paix et en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons vraiment prier, nous rassurer que tous ceux de la RDC sur toute l'étendue du pays, que la paix règne et que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous sommes très heureux de voir ce travail qui a été abattu grandement par le président Donald Trump pour établir ce traité de paix entre la RDC et le Rwanda et nous nous tenons avec le peuple congolais pour nous assurer de l'exécution complète de ce traité. Ces partenariats entre politique et religion s'inscrit dans la stratégie nationale pour une paix durable, un engagement renouvelé par le gouvernement congolais qui mise sur toutes les voies visibles et invisibles pour guérir les blessures de la région de Grand Lac. L'esplanade du Palais du Peuple était noire de monde. Une prière œcuménique en faveur de la paix dans l'Est de la RDC a été dite, initiée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda. Cette rencontre interreligieuse a connu la participation des pasteurs congolais et américains qui ont salué l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC signé à Washington. Cédric Enina et Rigan Shindano pour ce reportage. Des voix se sont élevées sur l'esplanade du Palais du Peuple pour parler paix en République démocratique du Congo. Un écho qui a résonné au-delà de nos frontières. Des centaines de fidèles, chrétiens et kimbanguistes, se sont réunis pour une grande prière œcuménique. Sur initiative de l'ambassadeur itinérant du président de la République, Antoine Gonda Mangalibi, ces pasteurs venus du bureau de la foi de la Maison Blanche et ceux du Congo ont placé la RDC entre les mains du Très-Haut. Ensemble, ils ont invoqué un réveil patriotique pour un retour définitif de la paix dans la partie est du pays. Un moment fort salué par les coordonnateurs de la cellule de changement de mentalité. Ces pasteurs-là sont venus pour témoigner publiquement devant le peuple congolais l'alliance spirituelle qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Nous invitons donc tout enfant de Dieu, tout Congolais, à faire confiance à Dieu, à faire confiance au président Félix, à faire confiance aux États-Unis. Teresa Alongaboni Kapata, présidente de l'association des épouses des policiers, salue ici les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour un retour de la paix. Je dédie le message d'aujourd'hui à nos hommes qui se battent au front. Nous, les femmes des militaires et policiers, nous saluons les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur de la paix. En fait, 30 ans, c'est trop. Cette fois-ci, nous avons la solution. Les États-Unis, par l'entremise du président Donald Trump, œuvrent activement pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays, après plusieurs décennies de conflits meurtriers. L'RDC a marqué de son empreinte le tournoi du judo TICAD 9 organisé dans le cadre de la coopération entre l'Afrique et le Japon. Plusieurs judokas congolais se sont distingués en décrochant des médailles dans différentes catégories. Bobette Yenga et Patim Bongo pour ce reportage. Le centre sportif de judo de la police nationale congolaise, symbole de la coopération entre le gouvernement japonais et la PNC, a vibré ce dimanche au rythme du tournoi TICAD 9. À travers les judo, le Japon a voulu mettre en lumière la place du sport dans la promotion du dialogue pour rapprocher les peuples. Pour cette compétition, 60 judokas répartis en 5 catégories ont rivalisé d'ardeur. Pour le représentant résident de la JICA, ce tournoi représente beaucoup de choses. Et le représente un espace de rencontre, de respect virtuel et de dépassement de soi. Le judo, on est en Japon, porté en lui des valeurs universelles pour le partageant pleinement. La discipline, le courage, le respect et la solidarité. Ces valeurs trouvent un écho magnifique aussi au sein de la jeunesse mongolaise, passionnée, talentueuse et résiliente. Les athlètes congolais ont apprécié l'expertise les rapportée par l'ancienne championne olympique 2008 et 2016 et championne du monde Misato Nakamura. Je suis satisfaite d'avoir participé à ce tournoi et d'avoir arraché la médaille.
En République démocratique du Congo, le Japon a placé la 9e édition de la TICAD sous les signes du sport comme outil de développement et de paix. Clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, salue la détermination de ses homologues de différents pays pour l'adoption à l'unanimité de la résolution de l'APEF sur la situation sécuritaire en RDC et le soutien de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. On écoute Jean-Michel Samaloukonde. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté duquel, lui qui est le premier diplomate, le Parlement l'accompagne dans sa diplomatie. Nous sommes ici à Paris dans le cadre de la 50e assemblée parlementaire, session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ici, le Sénat, à côté de l'Assemblée nationale, est représenté par une forte délégation des sénateurs et de son administration. Nous avons débuté nos travaux comme cela avait été prévu et avec une rencontre particulière ici au plus haut niveau, ça veut dire reçu par le président français, M. Emmanuel Macron, réception faite au président des assemblées et de parlement. C'était l'occasion de faire passer les messages de civilité de la République démocratique du Congo à la République française. Ensuite, nos travaux, proprement dit, ont commencé avec une forte participation d'abord dans les différentes commissions, avec les sénateurs qui m'accompagnent, avec le soutien de l'administration, sur les différentes thématiques qui avaient été discutées, notamment sur le volet politique, économique et social. Nous avons eu, en marge de cette session, l'occasion de signer le protocole d'accord avec le Sénat français. Je rappelle ici qu'à la suite de la visite que le Sénat avait effectuée ici même, le 25 mars dernier, nous avons pris date de nous retrouver à l'occasion de cette session de l'APF pour signer ce protocole d'accord. Paris pris, Paris tenu. Et donc nous avons pu nous accorder et avoir la signature de cet accord avec une feuille de route précise, notamment sur le partage d'expériences, mais aussi la formation. Bien sûr, à toutes ces questions sont toujours associées les questions de coopération dans le cadre de la défense et de la sécurité, parce que ce sont les questions qui priment le plus pour le moment. Lors de nos travaux, ici, qui avaient débuté le samedi, nous avons eu l'occasion de faire passer le message de la République démocratique du Congo sur l'attente de l'APF, particulièrement sur l'appui de la question sécuritaire que nous vivons à l'est de la République. La 3e édition du Forum du génie congolais s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Ce forum offre une plateforme pour les chercheurs et innovateurs congolais de contribuer au développement du pays. L'objectif est de mettre en valeur le génie scientifique. Reportage. Les couleurs s'annoncent pour le début du forum scientifique du génie congolais prévu au mois d'août prochain. Un appel a été lancé aux inventeurs et innovateurs pour réinventer l'ère d'essai à venir à la 3e édition du génie scientifique. Appel lancé par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabonda Kourenga. Vous les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, vous êtes bien entendu les artisans, vous êtes les acteurs de tout ce que nous allons faire tout au long de ces 3-4 semaines de présentation du génie scientifique congolais. À travers vous, j'invite tous les autres, je dis bien tous les autres Congolais, qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer, je dis bien réinventer notre Congo. À cette 3e édition, nous avons montré que la nation attend d'eux qu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent montrer à la nation ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont comme projet pour le construire plus beau qu'avant.
L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a décidé d'envoyer à Kinshasa un représentant de haut niveau pour un échange avec les génies congolais. Sans licence, ni maîtrise, moins encore un doctorat, il est possible de traduire ces projets en formules scientifiques, biologiques ou physiques. Et en RDC, le potentiel d'exportation est bien réel, mais encore sous-exploité. L'Agence nationale de promotion des exportations et un partenaire européen veulent changer la donne. Pendant 4 jours, des formateurs et entrepreneurs se réunissent dans un atelier de renforcement des capacités sur l'accord au marché de l'Union européenne et de la ZECLAF. Robert Mouepou pour ce reportage. Pour les exportateurs congolais, le monde s'ouvre, à condition de maîtriser les règles. Pendant 4 jours, une cinquantaine des professionnels du secteur privé sont réunis dans la capitale pour apprendre à franchir les frontières commerciales en toute conformité. Une initiative de l'Agence nationale de promotion des exportations. L'objectif, former des opérateurs économiques aux exigences d'accès au marché de l'Union européenne et de la zone libre-échange continentale africaine. Cet atelier de renforcement des capacités est précisément conçu pour combler les lacunes et doter les acteurs congolais des outils nécessaires pour conquérir le marché stratégique. En dotant les entreprises congolaises d'un savoir stratégique, l'ANAPEX et le COLID ambitionnent de structurer un écosystème exportateur plus compétitif à l'échelle régionale comme internationale. Parce que le marché européen est exigeant en termes de normes, en termes de réglementation. Et il suffit juste de respecter ces normes que vous êtes éligible sur ce marché. Et c'est des marchés qui sont sûrs, pérennes, avec lesquels vous pouvez travailler pour développer les filières localement. L'autre aspect, c'est qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur tout ce qui est produits biologiques. Avec ce programme, l'ANAPEX et ses partenaires posent les bases d'un réseau d'exportateurs mieux formés, mieux connectés et surtout plus compétitifs. Dans un contexte marqué par la montée puissante de la ZLECAf, la RDC espère désormais passer du statut de géant endormi à celui d'acteur régional incontournable sur les marchés internationaux. Sécuriser les investissements, un des objectifs que poursuit le projet Transforme dans son volet développement de l'écosystème entrepreneurial. Le but est d'améliorer le climat des affaires en RDC. Un reportage de Mireille Ndeke. Il s'agit là de garantir les entrepreneurs avec des normes juridiques pour sécuriser leur business et d'inciter les opérateurs économiques à investir dans un climat des affaires apaisé, a indiqué Madame Maroli Luntadi au nom du coordonnateur de l'unité de coordination du projet. L'activité de ce jour touche un pan, à savoir la sécurité juridique et judiciaire des investissements. C'est ainsi que pour remédier, des législateurs et des praticiens des affaires ont imaginé de développer les mécanismes alternatifs de règlement des différends, qui est une clause compromissoire dans les contrats. À travers l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA et Surma, la Commission nationale de l'OADA se montre disponible dans l'arbitrage. Aucun partenariat solide ne peut se construire sans pour autant être fondé sur les bases juridiques, a martelé le professeur Roger Massamba. Conscient du rôle de l'OADA en RDC, les conseillers Edi Bantou du ministre de la Justice a exhorté les participants à l'assiduité durant ces assises de haute portée. Ce qui importe le plus est de vous approprier le droit de l'arbitrage OADA durant ces 4 jours de formation. Nous profitons donc de cette occasion pour appeler les participants à respecter le devoir de restitution qui consiste à ne pas garder les acquis de cette formation pour soi-même, mais de pouvoir les restituer dans leur milieu de travail respectif pour une implémentation effective de l'OADA. Il s'est de noter que cette cérémonie a connu également la participation de la cellule du climat des affaires à la présidence, prise de la volonté du chef de l'État à garantir un climat des affaires apaisé en RDC. 17 associations des pêches de 3 sites, à savoir Luozi, Inga et Matadi, dans la province du Congo central, ont réceptionné un lot important des intrants et des équipements de pêche et élevage, ce en marge de la célébration de la 58e édition de la Journée nationale du poisson. Rodé Panda pour ce reportage. Les pêcheurs congolais se sont toujours débrouillés
avec les moyens du bord presque marginalisés. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Pêche et l'Élevage, a décidé de leur doter des matériels adéquats pour faire de l'aquaculture et la pêche les leviers importants du développement du pays et assurer la souveraineté alimentaire prônée par le président Tshisekedi. La fête nationale du poisson observée chaque le 24 juin de l'année a été transportée dans le Congo central, précisément à Matadi. Cette ville portuaire a accueilli de manière officielle et solennelle la célébration de la 58e édition. À l'occasion, un lot impressionnant de matériel, équipement, des intrants de pêche a été distribué à 17 associations de pêcheurs de 3 sites, Luozi, Inga et Matadi. Ce lot est constitué de plusieurs variétés, notamment 17 motos hors bord, des filets plastiques, cartons, des hameçons, bobines de fil, 17 congélateurs et autres. Nous sommes venus célébrer la journée nationale du poisson et communier avec les pêcheurs en leur donnant les intrants et matériel de pêche pour leur permettre de faire ce travail comme il se doit. Qu'ils arrêtent avec la pêche illégale, qu'ils arrêtent avec l'utilisation de produits toxiques pour tuer les poissons. Ces matériels de pêche envoyés par le chef de l'État, par le gouvernement, ce ne sont pas des matériels à vendre. La délocalisation de Kinshasa vers Matadi de cette manifestation pour la journée du poisson traduit la volonté du gouvernement de la République de rapprocher les institutions des réalités locales, surtout dans ce secteur de la pêche. Une politique harmonisée dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Le groupe de travail forêt GFE a initié un atelier à ce sujet. Cédric Kenina pour plus de détails. Le présent atelier s'inscrit donc dans le cadre du projet de renforcement de la participation des parties prenantes au processus d'élaboration de la politique forestière en République démocratique du Congo. Il s'agit ici d'un contenu qui porte sur le panorama des politiques forestières dans le pays du bassin du Congo, afin d'en dégager les bonnes pratiques pouvant alimenter les processus en cours en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la RDC s'est engagée dans un processus de réforme forestière depuis août 2002 avec la promulgation du Code forestier, qui est un atout indéniable et apporte quelques innovations, parmi lesquelles l'obligation pour le gouvernement de la République d'élaborer une politique nationale. Aujourd'hui, nous étions conviés pour notamment présenter le panorama des politiques sectorielles des pays de la Comifac. L'heure était question de restituer ce travail et voir dans quelle mesure ces politiques sectorielles en matière forestière ont pris en compte un certain nombre d'aspects. Ce sont des aspects qui intéressent dans la plupart des cas les organisations de la société civile. Cet atelier de restitution de la revue documentaire sur le panorama des politiques forestières du bassin du Congo vient consolider les premières données de la revue documentaire avec comme objectif contribuer au rapport de la revue documentaire dont le draft a été enrichi, consolidé avant validation, compilé avec les outils appropriés fournis par le consultant et contributeurs initiaux, les informations relatives au panorama des politiques et législations des pays du bassin du Congo. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'en va en guerre contre la prolifération des écoles doctorales qui ne répondent plus aux normes. Pour ce faire, Marie-Thérèse Sombo a lancé les travaux de la commission d'évaluation du système de fonctionnement de ces écoles. Un reportage d'Alain Bikaï. Face à la prolifération anarchique des écoles doctorales en République démocratique du Congo, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire convoque la commission d'évaluation du système de fonctionnement des écoles doctorales en République démocratique du Congo, composée des experts de son ministère, de l'Agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, ANAQ, ESU et d'autres acteurs de ce secteur. Très déterminé à refonder l'âme du système de recherche congolais pour les rendre compétitifs sur la scène internationale, comme l'a vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La ministre de l'ESUI, professeur Marie-Thérèse Sombo, veut assainir et mettre de l'ordre dans ce secteur. Ainsi exiger la mise à jour des formateurs de ce haut niveau du savoir et rendre l'école doctorale un lieu d'excellence, d'éthique académique et de recherche avancée dans la formation des scientifiques
scientifiques de qualité pour une relève assurée. Notre système d'enseignement supérieur et universitaire ne peut prétendre à la qualité ni à la reconnaissance internationale s'il ne repose pas sur une base doctorale rigoureuse et maîtrisée. La formation doctorale ne saurait être un champ de gloire, encore moins un espace de légèreté scientifique. De ces faits, avec Marie-Thérèse Sombo, plus rien ne sera comme avant dans le secteur de l'ESU. La NACSU sera chargée d'évaluer des écoles doctorales sur base des référentiels clairs. Celles qui ne répondront pas aux normes établies seront purement et simplement fermées. Et pour terminer, le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté ministériel portant suspension du directeur général du Fonds forestier national. La lecture de cette décision avec Edith Chala. Sur le litige qui mettait en cause M. Moulumba Kalala Honoré, directeur général du Fonds forestier national, demandeur en référé suspension contre la République démocratique du Congo, prise en la personne du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, défendeur en référé suspension, le Conseil d'État, section du contentieux, siégeant en chambre du Conseil en référé suspension, a rendu en date du 8 juillet 2025 l'ordonnance suivante. Bien motivée, ordonne, article 1er, reçoit mais dit non fondé et la rejette l'exception tendant à obtenir l'irrécevabilité de la requête en référé suspension soulevée par la République démocratique du Congo. Article 2. Déclare recevable et fondée la requête en référé suspension. Article 3. Ordonne la suspension de l'arrêté ministériel numéro 002/CAB Mineta Mine EDD EBM TSB-PDK 02/2025 du 15 janvier 2025 portant suspension à titre conservatoire du directeur général du Fonds forestier national FFN en sigle. Article 4 dit que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties à l'instance et publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin de décision et des publications des juridictions de l'ordre administratif. Article 5. La présente ordonnance prend effet à dater de sa notification aux parties. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, le greffier en chef AI, Fabrice Manzenza Nossa. Voilà, ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la supervision d'Oscar Balkaïch. Pati Tondouangou était à la coordination, Sino Kankolongo et André Ndjeka à la réalisation. L'actualité continue sur notre chaîne demain à 7h avec Eric Kabamba. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.